Bonjour, nous sommes avec Serge Barbuchat qui est directeur du Théâtre du Balcon à Avignon. Le Théâtre du Balcon fait partie de ces fameuses scènes d'Avignon qui sont historiquement installées ici. Nous sommes bien sûr à la veille du Festival d'Avignon 2024. Les choses se préparent. Serge, qu'est-ce qu'on peut dire de cette prochaine édition du festival? Et puis, à la fois sur le plan du spectacle, mais aussi sur un plan un petit peu plus large de ce que le Théâtre du Balcon fait dans ce domaine de la culture. Cette année, nous avions pris la décision de proposer 2 spectacles que nous avions déjà créés. Donc, il nous arrive d'arriver au festival avec des créations, ce n'est pas le cas cette année. Donc, nous avons voulu reprendre Le Fossé qui est ce texte que mon fils Jean-Baptiste a écrit et que nous avions créé l'année dernière au festival. Voilà, donc on a voulu le reprendre et donc je suis très heureux de pouvoir le proposer à nouveau parce que je trouve que ce texte-là a encore des choses à dire. Puis ça fait partie dans cette année 24 qui est un peu une année particulière pour Avignon, une année où le festival va démarrer plus tôt. Voilà, je préférais venir avec un projet sur lequel j'avais déjà quelques certitudes, on va dire. En tout cas, sur un spectacle que j'avais eu déjà le temps de proposer au public et qui avait rencontré le public. Voilà. C'est pas pour ça qu'on continue pas à travailler. On fait du vivant. Ça veut dire que c'est jamais fini. Hein, c'est comme nous, on est vivant. Tous les matins, il faut se remettre en question. Donc, on fait pareil. Et puis j'aurai un deuxième spectacle que j'ai mis en scène il y a quelques années, un texte de Matei Vichniek, donc qui s'appelle « Comment j'ai dressé un escargot sur tes seins ». Et donc ce texte-là qui est joué par Salvatore Caltabiano, ça se jouera juste à côté à l'Atelier Florentin. Voilà, donc ce sont les 2 spectacles que ma compagnie proposera pendant tout le festival cette année. Les scènes d'Avignon sont aussi à l'initiative du Souffle d'Avignon. Alors le Souffle d'Avignon, c'est un projet qui fait rencontrer les scènes, ça c'était important. Vous savez, on avait fait le Festivaire il y a quelques années, Festivaire qui était ce festival qui nous permettait de nous réunir pendant le mois de janvier, le début de l'année, et qui était aussi une manière d'accueillir des compagnies de notre région. L'année où tout s'est interrompu à cause du Covid, on a eu cette idée de proposer chaque jour des auteurs vivants, des textes neufs, et donc de pouvoir, dans le cadre d'un cycle de lecture, proposer tous les soirs un texte, un auteur. Des acteurs aussi, des acteurs qui viennent et qui auront peut-être 2 jours d'avance sur le public puisqu'ils auront eu le texte 2 jours avant. Et voilà, et donc tout le monde va rencontrer en même temps, presque, ce texte-là. Et ça s'appelle le Souffle d'Avignon. Et ce souffle, j'y tenais pour plusieurs raisons. On a eu la chance de pouvoir le faire dès la première année dans le cloître qui est juste à côté, dans le Palais des Papes, juste à côté de la Cour d'honneur, qui est un cloître tout à fait magique. Et donc déjà, le lieu est un lieu qui nous dispose, qui nous invite et qui nous dispose à proposer quelque chose de fort. Et puis ce qui était intéressant, c'était aussi d'être un moment où nous pouvions les uns et les autres travailler ensemble. Donc chaque théâtre des scènes d'Avignon, chacun des théâtres fait une proposition un soir ou 2 soirs. Mais il y aura aussi le festival qui fera un soir. Cette année, nous avons rajouté 2 soirées faites par le Gueuloir, une association qui regroupe des auteurs du Luxembourg, de Belgique, de France. Voilà, donc cette idée-là. Donc il y a 2 soirées qui seront animées par le Gueuloir et une soirée qui sera animée par ETC Caraïbes sur l'écriture des Caraïbes. Programme formidable, ce Souffle. Il se développe d'année en année. Il s'inscrit vraiment comme une proposition forte. Ce qui est formidable aussi dans ce Souffle, c'était aussi cette idée pour nous, les scènes d'Avignon, puisque à l'origine, c'est porté par les scènes d'Avignon, c'est de non seulement que l'entrée reste libre,
c'est-à-dire qu'on souhaitait vraiment que tout le public puisse retrouver les chemins du palais. Et ça, je trouve que c'est important pour la découverte de ces textes, mais aussi qu'on trouve tous les moyens de prendre en charge les auteurs, les acteurs. Voilà, donc c'était cette idée-là, une idée vraiment qui change un peu la donne par rapport à ce qu'on peut entendre du off par moment, qui n'est pas toujours à la gloire de ce qu'on peut imaginer du théâtre. Enfin, c'est un cadeau que nous nous faisons les uns les autres. Voilà, un cadeau à l'écriture théâtrale. Sur le plan de la culture, comment peut-on percevoir cela? À la fois l'activité théâtrale, naturellement l'organisation de ce festival, le souffle avec cette ouverture sur d'autres contrées. Sur le champ purement de la culture, comment on s'approprie ça? Quel impact? Sur le plan de la culture, ce qui est intéressant pour chaque lecture, puis surtout quand des lectures viennent de loin, avec des langues qui ne sont pas tout à fait... Quand on est dans la créolité, on a une langue qui ressemble à notre langue, mais qui n'est pas, qui est une langue déformée, on va dire, en tout cas une autre langue. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre le singulier et l'universel. Au fond, le singulier est essentiel. Il faut garder le singulier. C'est important de garder sa part de différence. Mais ce singulier, est-ce qu'il s'oppose à l'universel, ou est-ce qu'il est au contraire dans l'enrichissement de l'universel? Je crois que la culture, enfin, puisque vous parlez de culture, c'est d'abord ce qu'on est capable de partager. Ce serait dommage de penser que la culture, quand elle n'est pas partagée, elle est discutable. Il faut qu'elle se partage. Il faut qu'elle soit aussi dans cette idée de transmettre. La transmission, la culture et la transmission sont des valeurs qui se rapprochent. Donc forcément, on a besoin de transmettre, on a besoin de partager ensemble, on a besoin de vivre des émotions ensemble. Pleurer, rire sur des thèmes qui nous touchent, qui nous permettent de nous rencontrer. C'est à peu près ce que la culture nous permet de vivre. Mais il y a d'autres types de culture. Je pense à la culture culinaire. Comment on se reconnaît très facilement au travers d'une odeur, de l'odeur d'un repas, ou du repas lui-même, ou d'un plat. Et d'un plat qui, bien sûr, selon les épices, selon les odeurs, nous rappelle tout de suite tel endroit ou tel autre. Mais voilà, il est singulier, mais il devient universel parce qu'il se partage et qu'il n'a pas peur du voyage. Il n'a pas peur de rencontrer l'autre. Voilà, la culture, elle a l'obligation de l'altérité. Culture sans altérité est dangereux, surtout aujourd'hui. On est au lendemain des élections européennes et c'est vrai que c'est l'altérité, c'est l'universel, c'est le singulier, et tout ça, c'est ce qui fait que la culture est un vecteur magnifique, manière de se comprendre, de rester curieux de l'autre, de rester curieux de ce qui n'est pas nous, mais qui finalement, on s'aperçoit que ce qui n'est pas nous n'est pas totalement autre, il y a quand même toujours une part de nous dans l'autre. Voilà, tout ça se mélange. Et dans le travail au quotidien, Serge Barbucha, si on dit « Et pour vous, la culture, c'est quoi ?» Ah, c'est quoi? Le partage. La culture, ça se partage. Je ne pense pas qu'il y ait une culture individuelle. Voilà, il n'y a pas une culture qui décide de marquer sa frontière au point qu'elle a besoin d'exister comme si elle était supérieure à tout ce qui est autour d'elle. La culture, c'est le partage, c'est l'affirmation de ce qu'on est, mais dans le regard des autres aussi. Voilà, c'est cette idée-là quand même. C'est en mouvement, c'est aussi quelque chose qui n'est pas arrêté. Elle est vivante dans la transmission
de son vivant. C'est-à-dire qu'elle se transmet de vie en vie. Merci. Merci bien.